Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer le cours de télécommunication. Donc, on va aborder cette fois-ci les parties modulation. Donc, vous avez mes coordonnées pour pouvoir me contacter, donc pour avoir des cours et des TD, donc par email. Donc, l'introduction, on va voir d'abord les types d'informations, la transmission en bande de base, pourquoi moduler, la modulation, les exemples, comment sélectionner une modulation et les principes de modulation numérique. Donc ce cours-là est lié à la notion de transmission. Donc tout ce qu'on va voir en termes de modulation, il est lié aux problèmes rencontrés lors de la transmission des signaux. Donc les types d'informations, la nature des informations échangées peut être très variée. On a la parole humaine ou bien le son haute fidélité, les données alphanumériques, textes et autres données structurées en un ensemble de caractères, les images fixes en noir et blanc ou en couleur, les images animées, images de télévision par exemple, des informations multimédia qui intègrent plusieurs moyens de représentation de l'information. Donc la nature elle-même, par nature, donc certaines informations sont analogiques, c'est-à-dire qu'elles correspondent à des signaux qui varient continuellement dans le temps et qui peuvent prendre une infinité de valeurs distinctes, telles que la parole, la musique, les images animées de la télévision. Donc tous ces signaux sont des informations de nature analogique. D'autres sont par nature numériques. Donc d'une façon générale, elles correspondent à des signaux qui varient de manière discrète dans le temps et peuvent prendre un ensemble fini de valeurs distinctes. Par exemple, un texte est une suite de caractères qui appartient à un alphabet d'un nombre fini de symboles. C'est une information de nature numérique. Caractéristique d'une transmission à distance. Le problème de la transmission à distance est de produire un échange d'informations en introduisant un moyen de transport de cette information sur des dizaines ou des milliers de kilomètres. Donc, c'est une transmission à longue distance. On utilise un support de transmission et un signal qui doit transporter sous forme ou sous une autre des informations. Donc, on transmet un signal dans le but de transmettre de l'information. L'utilisation d'un support a de nombreuses conséquences. Donc, généralement, un support est une ressource qui est très chère, donc elle coûte de l'argent, que l'on cherchera donc à rentabiliser au maximum. Ça veut dire quoi rentabiliser? Ça veut dire qu'on doit utiliser un maximum de signaux et on doit les transmettre sur ce support de transmission unique. Et ces informations sont transmises en série en même temps. Et tous les types d'informations doivent être transmis sur ce support. C'est pour ça qu'on parle donc à rentabiliser le support au maximum. Le support a une bande passante limitée, donc on ne peut pas transmettre n'importe quel signal, ni n'importe quelle quantité d'informations sur ces signaux. Donc là, il faut se référer à la théorie de l'information, donc qui explique ces notions de quantité d'informations et la notion de bande passante qui est limitée pour le support. Caractéristique d'une transmission à longue distance, on sait que le support n'est jamais parfait, même si les signaux sont correctement adaptés à la bande passante. Donc ils sont toujours, donc tous les signaux sont affectés par des distorsions. Donc distorsion, ça veut dire des déformations. Et ces déformations donc, ne sont pas identiques pour toutes les fréquences qui sont contenues dans le signal. Et c'est pour ça que généralement on vous donne donc des graphes d'affaiblissement en fonction de la fréquence. Et bien sûr, ce support n'étant pas parfait, il y a du bruit qui va s'ajouter donc aux signaux lors de la transmission. Ces bruits, ces distorsions et ces affaiblissements perturbent la propagation du signal et
crée une qualité de réception nettement moindre, donc elle est diminuée. Il faudrait donc trouver des moyens de détecter les erreurs de transmission, de les corriger. Si le taux d'erreur sur le support est insupportable pour l'application, parce que des fois, ces taux d'erreur, donc plutôt ces distorsions, ces affaiblissements et le bruit, donc vont introduire donc des déformations du signal. Cette déformation du signal au niveau numérique, elle va se traduire par un taux d'erreur, et ce taux d'erreur, donc, il influe sur la qualité de la transmission. Un exemple, une liaison téléphonique peut être considérée de très bonne qualité pour transmettre de la parole et se révéler de qualité médiocre pour la transmission de données bancaires ou de la transmission de données numériques. La transmission des signaux sur n'importe quel support suppose un certain délai de propagation. Donc, il y a une limite au délai de propagation incompressible, donc on ne peut pas le compresser, qui peut atteindre des valeurs très grandes, des centaines de millisecondes, surtout dans le cas de la transmission par satellite. Exemple donc de transmission analogique. Donc la transmission analogique en bande de base. Donc je transmets un signal analogique, donc il part et il passe à travers un canal. Donc ça c'est la plus simple des transmissions analogiques en bande de base. Sa définition, on appelle transmission analogique en bande de base une transmission sans modification préalable, du spectre du signal au niveau de l'émetteur. Donc, quand on transmet le signal, on ne le touche pas, donc on l'envoie tel qu'il est, sans le modifier. Deuxième cas, j'ai soit un signal analogique à transmettre ou bien un signal numérique, et donc ce signal va traverser, s'il est analogique, il doit passer à travers un convertisseur analogique numérique, puis à travers le canal. À la réception, il passe par un détecteur, et soit j'obtiens directement le signal numérique, soit si c'est un signal analogique qui a été transmis, donc je vais le transmettre par un convertisseur numérique analogique. Ceci s'appelle une transmission numérique en bande de base. Sa définition, la transmission en bande de base est une transmission avec modification préalable de la nature du signal, donc on modifie le spectre du signal en émission et bien sûr en réception, des fois il est un peu modifié. Donc au fur et à mesure, on est en train de compliquer le système de transmission. Donc j'ai un signal analogique qui passe à travers un convertisseur analogique numérique. Il passe à travers un codeur de source. Le codeur de source, il élimine les redondances. Donc on élimine les redondances du signal. Puis on passe à travers un deuxième codeur de canal. Le codeur de canal, donc lui, il permet d'adapter le signal au support de transmission. Donc ceci est très important. Donc par exemple, le code HDB3 ou par exemple le code NRZ, RZ, AMI. Donc il y a toute une panoplie de codage de canal. Ici, dans ce cas-là, donc c'est une modulation analogique. Donc là, c'est le schéma général d'une transmission numérique. Donc là, on continue avec une modulation, on passe à travers un canal, on passe à travers un démodulateur et on fait les fonctions inverses de ce qui a été fait à l'émission, un décodage de canal, un décodage de source et une conversion numérique analogique. Donc ça, c'est dans le cas d'une transmission générale, mais nous, on est dans le cas d'une transmission en bande de base. Si j'ai un signal numérique à transmettre, lui, il passe directement et il est branché au bloc de codage de source. Et de l'autre côté, en réception, donc à la sortie, je peux avoir directement le signal numérique à la sortie du décodage de source. Et si je traverse un convertisseur numérique analogique, donc j'obtiens un signal analogique. Si je parle maintenant d'une transmission
en bande de base, parce que tout à l'heure, c'était une transmission sur fréquence porteuse. Donc, dans le cas de la transmission en transmission en bande de base, pardon, à la sortie du codage de canal, on passe à travers un canal et on revient donc de l'autre côté. Transmission numérique en bande de base toujours. Définition. Transmission en bande de base est une transmission avec modification préalable du spectre du signal au niveau de l'émetteur. Donc, il y a ici, au niveau du codage de canal, un changement du spectre du signal de telle sorte qu'il soit adapté au canal de transmission. Le signal analogique, qu'est-ce que c'est la notion de signal analogique? Il représente une mesure d'une grandeur physique qui peut être soit une pression sonore, une tension ou une intensité lumineuse. Cette mesure, elle est continue dans le temps. Donc, elle est continue dans le temps, c'est assez important. Donc, je l'ai mis en rouge pour pouvoir donc, le mettre en évidence. Ce signal analogique va comporter une infinité de valeurs. Donc, si c'est une tension, donc une infinité de tensions. Si c'est une intensité, donc plusieurs. Si c'est une pression, donc on aura plusieurs valeurs, donc une infinité de valeurs. Un exemple d'un signal analogique, c'est un signal de parole. Donc, c'est le signal qui montre bien la nature analogique. Et vous voyez que les amplitudes sont d'une valeur infinie. Donc, vous avez écouté le son donc, de ce signal analogique. Donc, je répète. Un signal analogique, donc, d'un autre mot, donc c'est de la parole toujours. La description physique d'un signal numérique, d'une manière générale, tout signal numérique est constitué d'une succession de grandeurs, tension, fréquence, phase, intensité, ne pouvant prendre que des valeurs discrètes. Donc ces valeurs discrètes, elles sont bien définies. Exemple, donc, qui est sur le tableau ici. Donc j'ai des tensions, donc V1, V2, V3, V4 jusqu'à Vn. Pendant des durées respectives déterminées, donc V1 va durer jusqu'à T1, V2 va durer jusqu'à T2 et ainsi de suite. Et ces valeurs, elles vont correspondre à des symboles. Donc V1, V2, V3 et V4 sont des symboles. Donc c'est des symboles d'éléments binaires. Et ces valeurs-là, donc V1, V2, ils vont représenter l'état significatif, qui est la valeur de l'ordre VI. Cela correspond à l'une des différentes valeurs que peut prendre le signal numérique. La notion de transition. La notion de transition, c'est le passage d'un état à un autre, d'un état significatif à un autre état significatif. Donc, on a ici un état significatif, ici aussi, ici, donc aussi. Bien sûr, un état significatif, c'est le passage d'un état à un autre état. Les instants significatifs correspondent à T1, T2, T3 et ainsi de suite. Donc, c'est l'instant où se produit la transition. Le signal numérique, en général, n'a de sens que s'il est porteur d'informations. Un signal qui ne porte pas d'informations n'a aucune utilité. Il est même codé au préalable en symboles binaires, ternaires et quaternaires. L'information portée par un signal numérique sera toujours une succession aléatoire, synchrone ou non, donc soit à l'aide d'une horloge ou pas, donc de 0 et de 1, qui sont des éléments binaires et qui peuvent être aussi un regroupement d'éléments binaires, donc qu'on appelle le symbole. Il s'agit maintenant d'associer cette information binaire aux grandeurs électriques. Donc c'est assez important à
comprendre. Donc, j'ai des informations binaires qui sont constituées donc, de 0 ou de 1 ou bien des groupes d'éléments binaires. Ce groupe d'éléments binaires ou bien ces éléments binaires sont associés aux grandeurs électriques. Donc, aux états significatifs qu'on a expliqué tout à l'heure, constituant un signal numérique. Ceci peut être réalisé par plusieurs possibilités. Un élément binaire peut être associé à chaque état significatif de durée TB. Un exemple, donc j'ai une suite, j'ai plutôt deux états significatifs V1 et V2, et les éléments binaires donc, sont représentés en rouge, 1, 0, 1, 1 et ainsi de suite. Cette séquence d'éléments binaires, c'est l'information que l'on voit, qu'on va envoyer avec des grandeurs électriques. Et ici en noir, ces impulsions représentent un état ou bien une grandeur électrique associée à un élément binaire. Donc en fin de compte, ceci, c'est ce qu'on appelle le signal numérique. Ce signal numérique, il prend des valeurs plus V et moins V. En quelque sorte, il est un signal analogique. Donc c'est quelque chose de physique que je peux envoyer à travers un émetteur et recevoir, donc, après transmission, sur un récepteur. Et donc, c'est des valeurs. Donc, le signal, c'est une grandeur physique. Donc, il a une existence physique. On peut l'interpréter comme étant un signal analogique. Mais attention, ce signal analogique transmet une information numérique qui est la suite d'éléments binaires représentés par exemple ici. Donc ça, c'est une notion très importante. Si le signal numérique n'est pas représenté sous forme d'une grandeur électrique, on ne pourra pas le transmettre. On ne peut pas transmettre des 0 et des 1. Des séquences binaires comme celle-ci ne peuvent être transmises que si elle est transformée en grandeur électrique qui devient un signal numérique, mais avec une enveloppe qui est analogique. Et donc l'information qui est contenue dans ce signal, ce n'est pas le fait que je passe de V1 à V2 ou de V2 à V1, c'est la signification qu'on donne à l'état V1, on l'associe à 1, et l'état V2, on l'associe à V0. Et donc l'information qui est contenue dans ce signal-là, ce n'est pas son amplitude, mais c'est le passage donc d'un état significatif à un autre état significatif, qui veut dire que je passe d'un élément 0 à 1 ou l'inverse. On peut associer un groupe de deux éléments binaires au même état significatif de durée TS. Ce groupe de deux éléments binaires est appelé 10 bits et indissociable car il représente un symbole. L'exemple, si j'ai 2 à la puissance 2 qui est égal à 4 états significatifs, donc j'ai 2 bits, 2 à la puissance 2, ça me donne 4 états significatifs différents pour recevoir les 4 10 bits possibles. Donc 0, 0, 1, 0, 0, 1 et 1, 1. Voici le signal numérique associé à des symboles de type 10 bits. Donc j'ai V4, V3, V2 et V1. Donc j'ai 4 niveaux. Ce niveau-là, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc j'ai 4 niveaux ou bien 4 possibilités d'avoir des niveaux différents pour donc un symbole donc de deux éléments binaires. Ceci aussi, c'est un signal numérique. L'information, elle est portée par les différentes valeurs des VI. Et ces VI représentent l'information numérique qui sont deux éléments binaires. En même temps, qui sont donc 0, 0 par exemple, 1, 0, 0, 1 et 1, 1. Donc je peux leur affecter cette signification. Ce type de codage est généralement utilisé sur une liaison RNIS et dénommé donc 2B, 1Q, avec la notion donc de 2 bits
un symbole quaternaire. Donc, un symbole quaternaire, ça veut dire que j'ai un symbole parmi 4. RNIS, c'est une liaison RNIS, c'est ce qu'on appelle une liaison réseau numérique à intégration de services. Donc, réseau numérique à intégration de services, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je transmets un signal téléphonique, mais je transmets aussi un autre signal en même temps qui est un signal numérique en plus. Et ceci est très utile pour pouvoir transmettre de l'Internet sur une liaison téléphonique. On peut, donc troisième type, on peut décider de regrouper 3 éléments binaires en un tribit qu'on associe à la même durée TS d'un état significatif. Donc ici, je n'ai pas précisé que la durée c'est TB, elle est égale à 2 fois. Donc vous voyez ici, c'est la durée de TB, et de ce point-là à ce point-là, c'est la durée, donc TS. Comme tout à l'heure, ayant 3 bits, donc je vais avoir 8 états significatifs différents pour recevoir les 8 tribits possibles. Voilà. Donc j'ai un problème de... Donc la généralisation, donc si je vais avoir un bit à transmettre, donc je vais avoir le nombre d'états significatifs qui est 2 à la puissance n, et donc chaque symbole va représenter un groupe de n bits. Les exemples de signaux numériques qu'on peut avoir, le signal NRZ unipolaire. Donc NRZ, ça veut dire que non-retour à zéro. NRZ, c'est non-retour à zéro, ça veut dire que quand il prend un état significatif, il le maintient jusqu'à la fin de 0 à TB. Ici, c'est TB. La notion d'unipolaire, donc je ne vais pas avoir moins A. Unipolaire, ça veut dire que seulement une polarisation, donc c'est seulement plus A. Donc ici, je vais avoir des éléments binaires qui vont avoir la valeur 0 volts et des éléments binaires qui vont obtenir donc un état significatif qui est égal à A. Le NRZ bipolaire, donc vous voyez la différence, c'est que le 1 est codé par exemple à plus A et le moins 1 est codé à moins A. Et toujours la durée, donc TB, donc d'une valeur 1 et ainsi de suite. Donc ça, c'est le codage unipolaire et le codage bipolaire de type NRZ, non-retour à 0. Le spectre d'un signal numérique, ici aussi, c'est la densité spectrale du NRZ unipolaire. Donc il est sous cette forme-là. Normalement, dans le cours de transmission, on vous montre comment on obtient ce spectre-là. Et on peut faire des simulations sur MATLAB pour obtenir donc, ce type de densité spectrale. Avantages de la transmission en bande de base. Les avantages, c'est que la réalisation des émetteurs et des récepteurs est simple. Il y a la possibilité de faire un multiplexage temporel direct. Donc le multiplexage temporel direct, ça veut dire que je mets différents signaux entrelacés entre eux dans le domaine du temps. Et donc je peux envoyer 1, 2, 3 ou 4 ou dizaines de signaux, mais qui sont transmis l'un après l'autre. Donc je transmets le 1, 2 jusqu'à 1, puis je reviens le 1, 2 jusqu'à 1 et ainsi de suite. Pourquoi on module? Quelle est l'utilité de la modulation? Inconvénients, donc on va voir les inconvénients de la transmission en bande de base. La transmission en bande de base n'est pas une solution optimale car le canal représente ou bien présente de mauvaises caractéristiques qui sont les absorptions ou bien les atténuations, les distorsions et les bruits qu'on a vus tout à l'heure.
il est sensible aux parasites, donc tout ce qui est bruit en E sur F. Et il y a une difficulté ou bien une impossibilité de transmission à l'air libre pour les signaux BF. Donc, je ne peux pas transmettre les signaux basse fréquence à l'air libre. La transmission par câble ou par fibre optique représente un coût élevé. Pourquoi? Parce que malgré que je peux faire le multiplexage, mais ce multiplexage, il va se faire donc pour pouvoir multiplier le nombre de signaux à transmettre, mais toujours, ça se fait en bande de base. Et donc, si la transmission se fait en bande de base, donc je n'ai pas assez d'espace ou bien assez de bande, de largeur de bande pour pouvoir transmettre des signaux multiples et à grand nombre pour pouvoir amortir ce coût élevé. Parce que si le coût est élevé, je ne peux rentabiliser le câble que si je transmets donc des milliers ou bien voire des millions de signaux numériques. L'impossibilité de partage direct d'un même canal par privilège de source, donc c'est ce que je viens d'utiliser. Donc, ce canal ne peut pas être multi-utilisateur, donc je ne peux pas transmettre beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis en transmission en bande de base. Maintenant, on passe à la modulation. La modulation, c'est le principe le plus important donc à considérer. On appelle donc par définition la transmission sur fréquence porteuse une transmission avec modulation analogique du signal. Chose très importante, c'est que la modulation consiste à transposer le signal initial en un autre sans modifier le contenu informatif de ce signal. Donc, cette transposition de signal, c'est la transmission dans le domaine des fréquences, est très importante. Donc, on va le montrer tout à l'heure. Et c'est cette transposition qui permet donc de faire des multiplexages dans le domaine fréquentiel et qui permet de transmettre donc un grand nombre de signaux. La modulation utilise généralement deux signaux. Donc, j'ai un signal en bande de base à transmettre, qui est le signal en vert. Il est compris entre les fréquences 0 et F max. Donc, vous voyez ici, je suis dans le domaine fréquentiel. Il occupe une bande, donc 0 F max. Ce signal en bande de base, je l'appelle, donc il est appelé signal modulant ou bien message BF, donc message basse fréquence. La transposition donc, de fréquence ou bien sûr la transposition en fréquence, elle est réalisée par la modulation. Donc quand je fais la modulation, je fais une transposition en fréquence. Cette transposition en fréquence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce signal qui est en bande de base, qui se situe entre 0 et F max, je vais le mettre autour d'une porteuse. Cette porteuse, donc le signal chef est appelé porteuse, et j'ai le signal modulé qui se trouve ici. Donc ce qu'on remarque, c'est que ce signal qui était unique ici va être dédoublé par la modulation, donc qui est modulation par exemple d'amplitude. Ici, j'ai représenté le signal modulé avec porteuse. Donc on peut obtenir le signal modulé avec porteuse, sans porteuse, bande latérale inférieure et bande latérale supérieure ici. Donc vous voyez, j'ai trois types de signaux après modulation. La fréquence porteuse, ici, c'est un signal HF après porteuse. Et ici, les deux fois le signal en bande de base, c'est ce qu'on appelle le signal modulé. Et la chose la plus importante, c'est la transposition de fréquence. Un signal qui était en bande de base va se retrouver autour de la fréquence porteuse. Et ça dépend de la valeur de la fréquence porteuse. Donc, je peux la mettre à des kilohertz, des mégahertz, des gigahertz. Donc, je peux la faire donc, à des mégahertz aussi. Donc, je peux mettre mon signal là où je veux dans le domaine des fréquences. Et ça, c'est très important. Et ce procédé-là va me permettre de faire donc, des multiplexages fréquentiels. Par exemple, si je
vais utiliser une autre fréquence porteuse ici, je vais donc pouvoir transmettre un autre signal et le mettre ici. Donc la bande de base du signal modulé, ou bien sa bande passante, elle est égale à 2 fois 0 f max. Donc c'est le double de la fréquence du signal en bande de base. Donc cette transposition de fréquence, elle est très importante, je l'ai dit. Elle permet de pouvoir transmettre les signaux donc à travers, disons, l'air, et elles permettent de faire le multiplexage dans le domaine des fréquences. Par démodulation, je fais une transposition de fréquence inverse. À partir du signal modulé qui est en vert, je vais obtenir un signal qui est en bleu, qui est en bande de base. Et donc, par modulation, je peux l'obtenir. On verra ça dans la suite du cours. La modulation d'amplitude, comment elle s'obtient? Donc, j'ai un signal modulant. Donc, modulating, c'est en français un signal modulant qui est en rouge, qui est ici. J'ai une porteuse qu'on appelle carrier frequency. Donc, c'est une porteuse avec une fréquence donnée. C'est celle qui est obtenue à partir de l'oscillateur. Donc, l'oscillateur, il va me dériver une porteuse dont la fréquence est FC. Et ici, je vais utiliser ce qu'on appelle le modulateur d'amplitude, qui est tout simplement une opération de multiplication. C'est pour ça que ici, c'est le multiplicateur. Donc, multiplier, c'est le multiplicateur. Et en sortie, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir un signal modulé dont l'enveloppe, ici, représente le signal en rouge qui est le signal modulant. Donc, l'enveloppe du signal modulé, c'est le signal modulant. Et en bleu, ici, c'est la porteuse. Et donc, pourquoi on l'appelle porteuse? Parce que les sommets de ce signal qui est fourni par l'oscillateur, ces sommets vont porter le signal que vous voyez ici. Donc, si je regarde, ça, c'est le signal en rouge que j'ai obtenu ici. On le voit ici. Donc, c'est comme un porteur. Donc, il va porter le signal en bleu, il va porter le signal en rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle donc porteuse. Le signal modulé, il est là, donc on le voit bien. Donc, ici, le signal en pointillé, c'est le signal modulé, modulant en rouge. Et les amplitudes de la porteuse sont multipliées par l'amplitude du signal modulant. Et donc, vous voyez qu'ici, on voit bien que les sommets sont touchés par l'amplitude du signal en rouge. Ici, on vous donne la représentation fréquentielle du signal modulé. J'ai la fréquence ici FC qui, normalement, dans le cas de la modulation à double bande latérale avec porteuse, on doit ici avoir une flèche au point FC. Et la bande de la modulation d'amplitude, elle est égale à 2B. La modulation d'amplitude modifie l'amplitude du signal porteur, ou bien de la porteuse, en fonction de l'amplitude du signal de message qui est le signal modulant. Toutes les informations relatives au signal en pointillé ici sont portées par l'amplitude de la porteuse qui est en bleu. Donc, les amplitudes de la porteuse ici vont porter l'information qui est sous forme analogique du signal modulant en pointillé. Il existe donc une relation linéaire entre la qualité du signal reçu et la puissance du signal reçu. Les systèmes de modulation d'amplitude occupent généralement moins de bandes passantes que les systèmes à modulation de fréquence. Le signal de la porteuse à modulation d'amplitude, il a une enveloppe variable dans le temps. Cette enveloppe variable dans le temps qui est représentée par les pointillés ici, représente le signal modulant.
La modulation, elle peut être soit une modification radicale du signal lui-même, utilisant les moyens numériques, notamment l'échantillonnage, ce qu'on appelle la modulation par impulsion, soit une transposition plus ou moins directe du spectre du message vers les hautes fréquences. Et ceci, donc, donne ce qu'on appelle la modulation d'amplitude, de fréquence et des phases. Donc, toutes ces modulations, on va les voir dans la suite du cours. Soit une combinaison de deux techniques précédentes, le Wideband Code Division Multiple Access, le WCDMA, est une des techniques utilisées en radio mobile. Donc ici, on va faire un accès multiple de répartition dans le code avec une large bande. C'est ce qu'on appelle le WCDMA, donc qui est utilisé dans la 3G en radio mobile. La modulation d'amplitude d'une opération non linéaire, chose très importante. Donc on va voir maintenant un peu l'aspect traitement de signal. C'est une opération non linéaire, c'est une multiplication. Et cette multiplication n'est pas linéaire. Et si elle n'est pas linéaire, elle va donner donc des distorsions d'intermodulation. Si elle est linéaire, normalement, elle est de type Y est égal à X plus B. Ça, c'est ce qu'on appelle une opération linéaire. C'est-à-dire Y, c'est la sortie, X, c'est le signal modulant, donc c'est la modulation, et elle est de type Y est égal à X plus B. Si elle n'est pas linéaire, elle est de type Y est égal à X2, AX plus BX2 plus CX3 et ainsi de suite. Donc, il y a des fréquences d'intermodulation et ces fréquences d'intermodulation, elles peuvent être de l'ordre de 2, de l'ordre de 3 et ainsi de suite. Donc là, c'est un problème de traitement de signal. En général, il s'agit d'une multiplication et les distorsions d'intermodulation ne seront pas traitées dans cette partie du cours, qu'on verra par la suite dans un autre cours. Ici, j'ai le multiplieur qui représente la modulation d'amplitude. Ici, c'est le signal modulant. Et ici, je vais obtenir, donc, on a le signal porteuse qui est une sinusoïdale et la sortie ici du multiplieur. La sortie du multiplieur, elle est égale à quoi? Puisque c'est un multiplieur, c'est UM multiplié par UP. Donc UM de T multiplié par UP de T. Le UP de T, c'est A cosinus oméga T P. Donc oméga P T, c'est celui-là. Et le UM, en général, on le met sous forme d'un cosinus oméga MT. Dans la forme la plus simple, hein, on suppose que UM, c'est un signal sinusoïdal. UP, c'est un signal sinusoïdal, c'est pour ça que j'ai le produit de deux cosinus. Avec A, c'est l'amplitude, bien sûr, de la porteuse. En utilisant la propriété de produit cosinus par cosinus, donc ça va me donner le cosinus de la somme plus le cosinus de la différence, avec un A sur 2. Donc, voir ici les propriétés trigonométriques. Donc, ceci est égal à A sur 2 cosinus oméga 1 plus oméga P, multiplié par T, et cosinus oméga P moins oméga 1. Si on regarde dans le domaine fréquentiel, on sait que le cosinus est représenté par une impulsion, c'est le delta de M, qui représente le signal modulant, et par modulation, donc je vais obtenir la fréquence de la porteuse, ici en rouge, avec, bien sûr, ici c'est la modulation, donc ce FM, cette impulsion ici, elle va être transposée au niveau de FP, avec, bien sûr, la position qui est FP moins FM, et je vais avoir une autre, c'est FP plus FM conformément à ces sonions. Donc ici, c'est quoi? Ça, c'est un cosinus.
Donc, c'est une impulsion de Dirac à la fréquence Fp plus Fm. Et ceci, c'est une impulsion de Dirac qui est ici, à la fréquence Fp moins Fm. Donc, j'ai fait l'inverse. Hein, maintenant, si au lieu de prendre un cosinus oméga mt, je vais prendre donc une largeur de bande de F1 moins F2. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai remplacé le Fm, qui est une impulsion ici, par un spectre d'un signal compris entre F1 et F2. Ce qui va se passer, c'est après modulation, je vais avoir donc le Fp et je vais remplacer le Fp moins Fm par ce signal qui est transposé autour de Fp. Donc, une modulation, donc ça veut dire que la flèche représente, c'est la transposition de fréquence. Et donc, je vais avoir ce spectre-là, diminué bien sûr, à Fp moins F2 et Fp moins F1. Et la même chose pour cette impulsion de Dirac, elle sera remplacée par un spectre. Et je vais avoir Fp plus F1 et Fp plus F2. Donc, vous voyez par analogie, la première, j'ai pris seulement un cosinus oméga t qui est représenté par une impulsion de Dirac. Dans le deuxième cas, j'ai remplacé l'impulsion de Dirac par un spectre de signal et la modulation fait la même chose, que ce soit pour une impulsion de Dirac ou bien pour un spectre d'une bande donnée. Donc vous voyez que le signal qui est basse fréquence ici, il est transposé en fréquence, ça veut dire que je vais le décaler dans le domaine des fréquences à une fréquence Fp que je veux. Donc, je peux la choisir telle que je veux. La notion de démodulation. Exactement comme on a fait la modulation, on va procéder à la démodulation. J'utilise toujours un multiplieur. Donc, ça, c'est le signal modulé. Je vais le multiplier par une porteuse UP et je vais avoir un signal démodulé, donc UD. UD est égal à UP, T multiplié par UE de T. La même chose ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le signal obtenu par modulation multiplié par un cosinus oméga P. Donc, je vais avoir la multiplication, ça va donner cosinus par cosinus et cosinus, donc oméga P moins oméga M, multiplié par T, cosinus oméga PT. Donc, j'effectue ce produit-là pour les deux cosinus et je vais obtenir donc 2 fois cosinus cosinus. Donc, j'applique la même relation. Donc, je vais ajouter le oméga P à ce oméga. Donc, je vais avoir oméga 1 plus 2 oméga PT. Je vais avoir la différence, c'est cette somme-là moins celle-ci, moins oméga P. La même chose A sur 4, parce que j'utilise la même relation. Je vais avoir 2 oméga P moins oméga 1, parce que je vais avoir oméga P que multiplie oméga P, ça fait la somme. Donc, ça fait 2 oméga P moins oméga 1. Et puis, je vais avoir la dernière, c'est oméga P moins oméga P moins oméga plus oméga M que multiplié T. Donc là, je vais avoir des simplifications. Donc ce terme-là, il se trouve à la fréquence porteuse 2 oméga P. Ici aussi, ce signal, il se trouve à la fréquence 2 oméga P. Donc il est hors bande. Par filtrage, je vais éliminer ce signal-là et ce signal-là. Ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un oméga cosinus oméga mt. Et ici, qu'est-ce qui va me rester? Un cosinus oméga mt. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Cosinus oméga mt, le cosinus 2 oméga p plus oméga m, et le cosinus 2 oméga p moins oméga m. Donc, ces deux signaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont éliminés par filtrage. Donc, si je représente, je vais avoir le Fp moins Fm et le Fp plus Fm. Par démodulation, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir le Fm qui est là.
donc c'est ce signal-là, et je vais avoir les 2 FP moins FM. Donc 2 FP moins FM, et je vais avoir les 2 FP plus FM. Et donc là, je suis autour de 2 FP. Donc si je fais un filtrage à la réception, donc je fais un filtrage, normalement ce qui est en bleu, c'est ce que j'obtiens sur UD. Donc le UD, c'est le signal ici en bleu, et ces 2 impulsions de Dirac en bleu. Si je fais un filtrage jusqu'à cette bande-là, donc cette partie-là va disparaître, et donc il me reste seulement donc, le signal en bande de passe. La même chose si je remplace les impulsions de Dirac ici en rouge, celle-ci et celle-ci, par des spectres de signaux que j'ai obtenus par modulation. Je vais avoir le F1 moins F2 autour de 0 et je vais avoir 2 autres signaux autour de 2FP ici. Par filtrage exactement comme ici, donc les signaux en bleu seront filtrés pour obtenir seulement ce signal-là, et on voit bien que ces 2 signaux, c'est des signaux donc passe-bas, et c'est exactement le signal que j'ai transmis au niveau du modulateur. Maintenant, on va voir la modulation d'amplitude et on va voir les aspects mathématiques. L'amplitude du signal porteur à fréquence élevée varie en fonction, bien sûr, de l'amplitude instantanée du signal de message modulant M2T basse fréquence. On a ici le graphe ou bien le schéma bloc d'un modulateur. Donc ici, on va appeler M2T le signal modulant. Ici, c'est la porteuse, normalement c'est P2T. Et ici, c'est le signal modulé en amplitude. Le signal porteur ici sera P2T est égal à AP que multiplie cosinus de πf pt, où AP, c'est l'amplitude maximale de la porteuse. Donc ici, c'est cette porteuse P2T. Oméga P, c'est 2πfp, c'est la pulsation de la porteuse. Le signal message modulant, ou bien de message modulant M2T, qui est ici, c'est M2T. Le signal modulé, c'est égal à SAM, donc modulation AM de T, c'est M de T que multiplie K, multiplié par AP cosinus de pi FP T. Où K, c'est ce qu'on appelle le gain du modulateur. La méthode par multiplication nécessite la reconstruction de la porteuse à la réception. Donc, au niveau du récepteur, on doit reproduire ce signal AP cosinus de pi FPT. Pour l'éviter, donc la porteuse, elle est généralement ajoutée au signal émis, donc qui va devenir M de T est égal à 1M cosinus de pi FMT. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette relation auquel je vais ajouter ceci. Je vais ajouter, ici, le P de T. Donc, je vais avoir P de T ici, qui est AP cosinus oméga PT, plus le KA, APAM cosinus de pi FMT, cosinus de pi FPT. Donc, j'utilise cette relation ici à partir du plus. En, bien sûr, remplaçant le M de T par AM cosinus de pi FMT. AM, c'est l'amplitude du signal modulant. Oméga M, c'est bien sûr la pulsation du signal modulant qui est égale à 2pi FM. En posant M est égal à KA dans la relation donc, de tout à l'heure, donc je vais la répéter ici, en mettant donc KA, KAM bien sûr, M est égal à, on tire que S de T c'est AP, 1 plus M cosinus de pi FT
multiplié par 2pi fpt. Donc voilà la relation qu'on obtient donc, en faisant la transformation m est égal à k à indice m. M dans cette relation représente l'indice de modulation et cet indice de modulation, c'est lui qui permet de modifier, ici vous voyez la crête du signal porteur, donc elle s'arrête avant le 0. Ici non, ici dans ce cas-là, la crête du signal, elle va descendre un peu plus bas et elle change vous voyez ici à ce niveau-là et à ce niveau-là, elles sont différentes et ceci est obtenu grâce à la variation de M, donc en fonction de la valeur. Dans ce cas-là, ici, c'est modulation amplitude avec porteuse et le M, normalement, M égale 0,5 ici. Ici, M est égal à 1. Donc, lorsque M est égal à 1, la sinusoïde ici, qui est l'enveloppe, elle va toucher le 0. Quand c'est égal à 0, cette enveloppe-là ne touche pas le 0. Donc, elle s'arrête à 0,5. Pourquoi? Parce que M est égal à 0,5. Donc, si M est égal à 0,5, le minimum, il est égal à 0,5. Le maximum, il est égal à 1,5. Si M est égal à 1, le maximum, il va me donner 2, mais le minimum, il va descendre à 0 d'amplitude. Et, bien sûr, ce cas-là n'est pas bon pour la transmission. Ce cas-là, donc, il est bon pour la transmission, surtout pour la réception. Il suffit d'avoir un détecteur d'enveloppe pour pouvoir restituer le signal basse fréquence. Modulation d'amplitude toujours avec M est égal à 2. Donc, vous voyez, quand M est égal à 2, c'est encore pire. Ici, il y a une déformation de telle sorte que quand je fais une détection d'enveloppe, je vais obtenir un signal autre que le signal modulant. Ici aussi, donc, pour voir l'effet de cet indice de modulation M, 0,5, donc ça varie puisque la porteuse a une amplitude qui est égale à 1. Avec M est égal à 0,5, je vais avoir au maximum 1,5, au minimum 0,5. Et on voit bien entrer pointillé en rouge, on voit bien que le signal modulant est obtenu correctement. Lorsque M est égal à 1, ce signal en rouge, il va baisser jusqu'au point 0. Et donc, lorsqu'il va baisser jusqu'au point 0, donc là, on est à un cas extrême où l'on peut récupérer le signal en pointillé en rouge, qui est l'enveloppe et qui est bien sûr le signal modulant. Mais si l'indice de modulation augmente à 1,5, donc vous voyez ici, il y a une inversion qui va se passer, une inversion de la courbe, et ça va donner une cloche ici qui n'existe pas dans le signal modulant, mais qui va être présente dans le signal modulé. Dans le cas de la modulation-démodulation, au niveau de la source, donc je vais avoir le modulateur, donc un signal en bande de base de fréquence FM, ce qu'on appelle le signal modulant, il est ici. Donc vous voyez, c'est une sinusoïde assez simple. À la sortie du modulateur, donc si l'indice de modulation est compris entre 0 et par exemple au maximum 1, je vais obtenir donc un signal modulé en amplitude. C'est un signal passe-bande, donc il est situé autour de la fréquence porteuse FC ou bien FP, et c'est ce qu'on appelle le signal modulé, bien sûr avec la condition que la fréquence de la porteuse elle est très supérieure à la fréquence maximale du signal modulant. Et bien sûr, à la réception, donc à l'aide d'un détecteur d'enveloppe, je vais obtenir le signal en bande de base original, donc de fréquence FM. Maintenant, on va voir les avantages de la modulation. Elle est simple à implémenter en utilisant des circuits avec peu de composants. Rayonnement possible dans une antenne. Donc, quand je fais une modulation, le signal modulé peut être donc envoyé grâce à une antenne sur l'atmosphère.
La transmission à longue distance est possible. Donc, je peux soit utiliser des câbles, soit utiliser l'atmosphère à travers, bien sûr, grâce aux satellites, ou bien à l'aide des faisceaux hertziens. Donc là aussi, c'est des paraboles qui permettent de transmettre point à point donc des signaux sur de très longues distances. La sensibilité au bruit est réduite et bien sûr, l'effet des parasites externes aussi n'est pas très important. On peut aussi réaliser des transmissions simultanées avec la possibilité de multiplexage fréquentiel. Ça veut dire que j'utilise plusieurs fréquences porteuses, donc j'utilise plusieurs signaux modulants que je veux transmettre et que je vais moduler avec des fréquences porteuses. Donc chacun aura sa fréquence porteuse en faisant attention à ne pas donc, provoquer les chevauchements des spectres des signaux modulés. La modulation n'est pas efficace en termes de puissance, car elle nécessite donc une transmission à l'aide de circuits ayant des puissances assez importantes. Ça, c'est parmi les inconvénients, bien sûr, de la modulation. Système assez sensible, avec risque d'augmentation de la dégradation du signal, qui est dû aux équipements et au bruit. Donc, il y a le bruit des équipements, et bien sûr, si leur nature est linéaire ou pas, et au bruit donc, de transmission. Elle n'est pas efficace en termes de bande de fréquence. Pourquoi? Parce que la bande, elle est doublée à l'émission que celle du message. Ça veut dire que dans la modulation, je vais avoir un double de bande que celle du message original. Les exemples de modulation, on a des modulations analogiques, les modulations par saut ou par déplacement, les modulations par impulsion et les modulations par impulsion et codage, c'est ce qu'on appelle le MIC, ou en anglais c'est le PCM, c'est Pulse Coded Modulation. Donc ceci, on va continuer le cours dans quelques... On continuera ce cours dans une deuxième vidéo qui va se faire très prochainement.